elle a des besoins, elle a des choses qui la fait chier abondamment. On va répondre à son besoin avec notre produit. Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de Scotch et Domination mondiale. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai menée avec Alexandre Paquet, qui est président de l'entreprise LeadFox. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise-là, il s'agit d'une entreprise de logiciels en tant que service, donc un SaaS, S-A-A-S, si vous avez déjà entendu ce mot-clé, là, en anglais, c'est très populaire, donc S-A-A-S veut dire Software as a Service. Et qu'est-ce qu'ils offrent comme logiciel? C'est très simple, il s'agit du mix entre Leadpages et ActiveCampaign, c'est-à-dire qu'ils vont faire des pages de capture, des pop-up, des boîtes de capture, la mécanique en arrière, la capture de leads et de prospects, ainsi que le côté de l'automation marketing, la création de séquences de vente, la création de séquences avec des SMS autant que des courriels, l'envoi d'infolettres et tout ce qui doit être fait pour être capable de convertir ton prospect. Donc, une entreprise assez intéressante. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous éclairer un peu sur les possibilités de ce logiciel-là. Mais bref, moi, qu'est-ce qui m'intriguait vraiment, c'était le processus de création en arrière de ce type d'entreprise-là. Comment est-ce qu'il fait pour trouver son idée d'entreprise? Comment est-ce que tu fais pour financer ton entreprise? Et ensuite de ça, engager ton premier développeur, qui est très important. Et une fois que ta plateforme est faite, comment est-ce que tu fais ton développement d'affaires? Comment est-ce que LeadFox font pour trouver des nouveaux clients, pour onboarder leurs utilisateurs, pour créer leur persona, pour être capable d'avoir un message très percutant et de faire des offres qui sont irrésistibles. Donc tout, en fait, un espèce de gros tour de vue 360 degrés derrière la réalité de la création de cette entreprise. Une entrevue excessivement intéressante et pertinente. Il y a juste un petit détail que je dois vous avertir à l'avance. Mon micro ne fonctionnait pas, ce qui fait en sorte que ma voix est assez écho. J'ai essayé de l'optimiser pour que ce soit le plus agréable possible. Ça gosse un peu, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Donc j'espère que ça va pas nuire à ton expérience en tant qu'auditeur de ce merveilleux podcast. Donc, sans plus tarder, je vous présente tout simplement cette entrevue que j'ai eue avec Alexandre Paquet, président de LeadFox. C'est pas parce que tu as un logiciel que ça veut dire que tu travailles pas. Il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup d'imprévus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Ça a été quoi de bâtir une business de SaaS, donc de Software as a Service, pour ceux qui sont pas familiers avec ça? Ouais, ben en gros c'est ça, on a bâti un logiciel et c'est SaaS, c'est comme le beau mot-clé cloud. Là. Ouais. Et qu'est-ce que c'est en premier, on a une idée. On a fait, hey, c'est vraiment hot ça. On pense qu'on est sur le marché puis on a besoin d'absolument ça. La plupart d'entrepreneurs disent, j'ai l'idée du siècle, ils se pitchent puis ils clenchent. Ouais. Après ils se rendent compte que finalement c'est pas une bonne idée puis ils doivent tout recommencer. Puis les investisseurs qui revirent. Comme Airbnb à la base, lui son idée c'est de créer des petits comment on appelle ça, des lits gonflables que tu gonfles puis tu loues ta place dans la maison. Ouais. Fallait absolument que tu aies un lit gonflable, je pense, pour être capable de faire le Airbnb. Je pensais que tu étais obligé de faire à déjeuner à l'autre personne. C'est sûrement, mais comme vous voyez, ça a complètement changé. Ouais. Donc, nous, au final, on était, comme j'ai dit, dans une agence de marketing. On connaissait le besoin, on connaissait le marché. On a eu l'idée, on a dit, on veut ça pour nous puis pour tout le monde entier. On a commencé à le coder. Donc, on a commencé à avoir des idées. Et mon développeur web, qui est Sébastien, qui est un vrai génie, en gros, ce qu'on lui a dit, c'est, Sébastien, voici le plan de match. Regarde tel logiciel, copie. Donc, en gros, ça a démarré comme ça la base du logiciel. Et après, on a mis en place toute l'optimisation. Donc, c'était un peu... c'est pas la bonne façon de faire, pour ça. Vraiment pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à la base dans les entreprises de logiciels, là? Qu'est-ce qu'ils commencent? Ils commencent à analyser le marché. Après, ils font des MRD, des Marketing Requirement Documents, qui analysent le marché, puis ils disent, voici ce qu'on veut avoir. Ils envoient tout ça au département de développement, ils font ça parfaitement et tout. Entre Microsoft et une startup technologique, c'est complètement différent. Ouais. En gros, on y va comme le pouce. Les ressources sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes, puis on est entrepreneur, on aime ça quand ça va vite, puis on tourne un peu les coins. Ouais. Donc, au final, on a avancé rapidement et on a dû refaire plusieurs fois le logiciel. Dire, on s'en va vers cette tangente-là, mais finalement, non, on aimerait mieux ça parce qu'on voulait bien lancer puis avec un logiciel que le monde va aimer, surtout qui répond à un besoin. Fait que, comment ça a été? On a dit une direction en particulier. Finalement, on s'est dit, non, ça marche pas. On est dans une autre, puis on voulait vraiment se focusser sur notre mission même, si on veut permettre aux entrepreneurs de convertir leurs visiteurs en clients payants,
puis le plus automatiquement possible. Donc, on a commencé des fois par un outil seulement de landing page, puis on s'est dit... Une landing page, juste pour être sûr que tout le monde comprenne. J'ai une page d'atterrissage. Donc, en gros, c'est une page optimisée pour la conversion, qu'on peut dire. Donc, c'est une page pour faire atterrir votre trafic, puis vous vous dites, mon seul but, mon seul tabac... Oh, il y a des Français. Mon seul but... Tu fais. Ça rajoute la couleur à notre langage. Donc, le seul tabarouette de but de la page, c'est convertir. Exact. Il y a seulement un but. Il n'y a pas de menu en haut, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien. Il y a converti, tabac. Donc, c'est ça une page d'atterrissage. Donc, on a commencé par ça et on se dit, mais après, il faut le next step. Il faut la conversion. Donc, en gros, l'équipe, on a commencé à penser, il faut automatiser, il faut aller vers le marketing automation. Et, fait que là, dans le fond, t'as regardé les différentes plateformes de landing page et les plateformes d'automation marketing. Oui. Et tu t'es dit, on va essayer de combiner les deux pour essayer de faire d'avoir le meilleur des deux mondes, ou est-ce que c'est parce que tu avais des insatisfactions avec les logiciels que tu utilisais déjà? Ben, donc l'idée est venue principalement, bon, je vais pas trop nommer les noms des compétiteurs non plus pour pas les bâcher, mais on utilisait différents gros logiciels tout en un. Donc tout à même endroit. Ouais. Donc vraiment, nos clients, on leur faisait payer ça, on l'utilisait. Puis on a commencé à découvrir d'autres petits outils à droite et à gauche qui disaient, tabarouette, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus indépendant des développeurs, puis on peut mieux optimiser. Puis on a commencé à dire, on a quitté ces gros logiciels tout en un. On était vers 2, 3, 4, 5 différents logiciels pour faire chacune des tâches. Puis je me suis dit, pourquoi il n'y a pas sur le marché des foutus logiciels? Un logiciel qui a tous les avantages de celui-ci dans un. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée, on va essayer d'être dans la mission très fixe, très limitée, de se dire, on va limiter dans la conversion du trafic de visiteurs à lead, qui un lead est un prospect, donc les informations d'une personne dans la base de données, à client automatiquement. Donc, on va se limiter à ça, puis essayer d'être le meilleur logiciel sur le marché qui fait ça pour les petites entreprises. Okay. Donc, en résumé, on est parti de le tout en un, on était tout étalé dans 3-4 outils, puis on s'est dit pourquoi on peut pas en créer un tout en un avec les mêmes avantages. Okay. D'où est venue l'idée de Hitfox. J'aimerais ça qu'on vienne un peu, puis qu'on regarde le processus d'être capable de se lancer une entreprise de services logiciels sur Internet. Comme là, on a dit que toi, t'étais déjà dans une agence web, que vous avez développé ça à l'intérieur dans une agence web, et qu'ensuite de ça, si je comprends bien, le projet a comme pris une espèce de vie d'elle-même, et vous avez investi des capitaux externes dans ce projet-là, et vous l'avez séparé de Ludis Media, je crois. Ouais, l'agence web. OK. Donc ça, vous avez eu un avantage définitivement parce que vous aviez déjà une équipe de programmeurs, vous aviez déjà des gens de marketing, vous étiez déjà une gang de monde avec des capitaux pour être capable de faire une plateforme. Puis vous aviez déjà de l'information sur le marché dans le sens de qu'est-ce que les gens ont besoin. Puis on va se le dire entre toi et moi, les plateformes que tu parlais mais qu'on va pas dire c'est quoi leur nom, coûtent excessivement cher. Fait que probablement que là t'as vu tout l'argent qu'ils mettaient là-dedans. Tu t'es sûrement dit que tu étais capable d'offrir une alternative plus performante et moins coûteuse. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu voyais le besoin, tu avais accès aux clients à qui le vendent, puis tu avais les compétences pour être capable de développer ça à cause de ton équipe. Mais, parce que ça, c'est un gros avantage. Là. Moi, je peux pas dire à n'importe qui, vous êtes capable de vous lancer une entreprise de logiciel du jour au lendemain. Non. C'est quoi les prérequis pour être capable de penser à avoir du succès dans ce genre d'entreprise-là? Parce que j'ai souvent des gens qui me disent « Hey Ali, j'ai un projet d'app vraiment intéressant, je suis convaincu que ça va avoir beaucoup de succès, mais je sais pas c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Okay. Que ça soit dans un logiciel ou n'importe quel produit, tu l'enseignes aussi dans tes cours, c'est toujours la base, c'est OK, à qui je m'adresse, puis c'est quoi son besoin? Puis comment je fais pour l'adresser efficacement? La personne a telle problématique, nous on pense qu'on est meilleur, puis ça va être tel impact qu'il va avoir sur elle. Puis elle va être super heureuse, puis une personne qui est heureuse va l'acheter ou en réacheter, etc., dépendant du produit. Ouais. Donc, c'est la première chose. Connais à qui tu parles, connais à qui tu veux t'adresser, connais-la par cœur, ramasse le plus de data sur elle, c'est super, super important. Puis après, tu fais le produit exactement, architecturé, que ce soit un logiciel ou pas, sur ses besoins à elle, puis qu'elle va rentrer dedans, puis elle va dire « Wow, je capote ». Que ce soit des bobettes ou rentrer dans un logiciel, un des deux. Donc, mais ça, je pense que tu viens de dire quelque chose de vraiment pertinent. Il y a plein de monde qui ont des super bonnes idées,
mais ils n'ont jamais parlé à leur public cible. Ils n'ont jamais vraiment eu la discussion avec quelqu'un qui est la personne idéale, le client type idéal, pour lui expliquer exactement ce qu'il voulait faire, puis lui poser la question, t'es-tu intéressé? De 1, et de 2, combien t'es prêt à payer pour cette solution-là? C'est ça, et tout après, bon, tous les détails comme tu viens de dire, combien le price range, donc le prix que tu peux payer, etc., ses besoins, est-ce qu'il va référer des amis, etc. Donc oui, il y a tous ces détails-là à aller chercher, mais c'est le data en premier. Puis avant même qu'on pèse sur un bouton pour, je sais pas, démarrer le logiciel ou commencer ta production en Chine ou je sais pas quoi, fais ça et sois parfait. Parce qu'en marketing, souvent, marketing, il prend un bon marketing, une bonne stratégie produit, souvent le marketing va juste montrer l'avantage du produit pour la personne puis that's it. Des fois, ben, le marketing fait de la magie puis il embellit tout ça là, puis il va beaucoup plus loin. Mais souvent, c'est un produit avec un avantage vraiment débile puis que la personne le voit, l'essaie puis il chie à terre comme on dit en bon québécois. Eh ben le marketing, la job est facile. Il y a juste à montrer ça. Fait que c'est la première chose à faire que l'entreprise va être successful, comme disent les Français. C'est là-dessus, il faut que on ait un besoin, tu l'essayes, tu capotes, tu sois heureux. Pour avoir un business successful. Le business successful, c'est ça. Je vais me faire détester. Non, mais au moins t'as pas l'accent du Sud, là, donc les Parisiens, là, c'est correct. Mais c'est ça la base concrète de n'importe quelle entreprise. Et souvent, bon, il y a des différentes apps. Quand tu dis, je vais créer une app, ça va être malade, ça va être consommé par du monde, on va dire Candy Crush ou autre. Mais là, on tombe dans un monde plus ludique, là. Ludique, donc c'est très dur de pouvoir savoir si ça va pogner ou pas, si on va avoir du succès. Mais si on parle vraiment d'un besoin d'un consommateur précis, si on est certain, puis après, il arrive ta compétition, ok, il y a le besoin puis ça, mais si tout le monde adresse déjà le problématique, ça va être un peu compliqué de se faire une place dans le marché. Là. Effectivement, ça dépend de la compétition, ça dépend. Tu sais, quand tu as commencé, justement, ça c'est une autre chose. Quand tu as commencé, il y avait déjà des joueurs présents sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais là, il y a déjà du monde qui le font, ben, je vais laisser faire d'abord. » C'est mieux ça qu'y aller. Qu'est-ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu aies avoir un avantage concurrentiel. Parce que c'est vraiment, c'est tout le marketing BAB, ABZ, en tout cas, A à Z, là, mais oui, ok, t'as le besoin et tout, mais après, c'est quoi ton avantage compétitif versus les gens? Tu as qui adresse ce besoin-là? Oui. Comment? Si ton avantage compétitif est le prix, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est vraiment pas. N'importe qui avec les reins plus solides et tout peut arriver avec un prix moins cher. Donc, faut pas se baser là-dessus. C'est pour ça que LeadFox, placement de produit, en gros, ne se base pas. Oui, on est abordable, mais on n'est pas les plus cheap sur le marché parce qu'on veut pas se positionner là-dessus. On veut pouvoir offrir un bon service clientèle. Bon, placement de produit terminé. Poste publicitaire. Poste publicitaire terminé. Donc en gros, on parlait de le prix. Donc, il faut pas que ce soit le prix. C'est vraiment bon. Est-ce que la facilitation est incroyable? Puis souvent après, les personnes vont dire, ok, ton avantage compétitif, est-ce qu'il est dur à rattraper pour les compétiteurs? Si on parle de vraiment de quoi de malade, comme on va dire, tout le monde parle de ça, là, mais de jour de Facebook. Quand il est arrivé sur le marché, il répondait à un besoin un besoin de réseau, de pouvoir réseauter, de pouvoir se parler plus facilement. Donc, c'est pas un besoin que tu t'allais un peu sur le terrain, puis le monde allait te répondre, j'ai besoin d'un réseau social, moi, aujourd'hui. Non. Ouais. Donc, il aurait répondu à un besoin enfoui que le monde voulait absolument, puis après, ça l'a fait boule de neige, c'est viral. T'en as parlé à tes amis, puis tout le monde se sont inscrits, puis ça a fait un boom. Donc, en gros, eux, leur avantage concurrentiel, c'est, on mettait en réseau tout le monde, on pouvait mettre célibataire ou pas. Ça pognait beaucoup, parce qu'on peut savoir qui était célibataire ou pas avec l'âge. Puis ça a pogné le marché comme une la poudre parce que il y avait personne sur le marché. Mais en même temps, ce qu'il faut qu'on sache à propos de Facebook, c'est que il y a le survivor bias, le biais du survivant, qui il y a probablement 30 autres médias sociaux qui sont lancés en même temps que Facebook, avec des ingénieurs aussi compétents que ceux de Facebook. C'est juste que Mark Zuckerberg a été chanceux. Ouais. Peter Thiel, le gars qui avait fait PayPal, qui avait vendu à eBay, il s'est pointé, il a dit ça me semble intéressant, je vais donner plusieurs centaines de millions. Ben, ça l'a aidé. Ils ont eu beaucoup de facteurs qui ont été stackés en leur faveur, ce qui ont fait en sorte qu'ils ont été capables de se démarquer, puis que c'est eux, aujourd'hui, qui aient le monopole sur les médias sociaux, ou un quasi-monopole. On s'entend qu'ils ont 90% des parts de marché, des revenus en lien avec les médias sociaux, c'est incroyable. Ils sont assez diaboliques. Mais tu peux pas baser ton... Ce que je veux dire, en fait, c'est que tu peux pas... Oui, ça te prend un avantage définitif sur ta compétition, puis il faut pas que cet avantage-là
puisse être fait facilement par ta compétition. Ouais. En même temps, faut pas que tu te bases sur la chance non plus. Faut jamais que tu te bases sur la chance. Mais sincèrement, en affaires, là, je dirais pas un pourcentage, là, mais t'as un bon pourcentage, en bas de 50%, qui a de la chance. Ah, définitivement. C'est un exemple. Facebook. On dira pas Tesla. Lui, Elon Musk, il planifie bien ses choses, là. Là, il a été excessivement chanceux quand même. Oui. Dans son autobiographie, là, c'est genre, il y a eu les couilles bénites à chaque détour, Ouais. ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas fait fête. Mais, Ça, c'est vrai. je suis d'accord avec toi, il y a un très très bon pourcentage de chance. Donc, il y a la chance, mais le plus important, vous avez toujours de la chance. Après, l'important, c'est bien planifier pour votre produit. Donc, le besoin sur le marché, très important. À qui qu'on s'adresse, comment tu vas adresser ça. Et après, tu fais le produit. Et après, le marketing, leur job est rendu facile. Ils font juste présenter ton produit avec ses avantages. Puis le monde dit, ça me rejoint, je le veux maintenant. Il était fait pour moi. Moi, Exact. je suis exemple, j'ai un case que je dis n'importe quoi là, j'échappe toujours mon iPhone dans l'eau, j'en rachète à chaque mois. J'ai n'importe quoi. Et tu me sors un case qui est hydrofuge. Ah, parfait, ça répond à mon besoin, je suis super heureux. Hey, sur Facebook, tu targetes tout le monde qui perd leur iPhone dans l'eau, je sais pas comment tu vas faire, là, mais c'est possible, c'est sûr. Faut voir ça dans la formation sur la publicité Facebook. Oui, la petite bible de la publicité Facebook, volume 1 de Olivier Lambert. Donc, à résumer, pour le succès, c'est là-dessus qu'on s'assied. Après, faut développer le produit. Après, t'es déjà ingénieur. Ça, c'est l'autre morceau de carte, c'est compliqué pour les gens. Là. Ouais. Toi, est-ce que tu as un background technique? J'ai pas de background technique, mais je connais suffisamment pour me faire fourrer pour mes gens techniques. Fait que c'est définitivement un avantage d'aller chercher les bases pour être capable de parler le même langage. Là. C'est important. Juste pour vous dire, le président de IGA, actuellement, lui, il a démarré dans l'allée des fruits et légumes, puis il a monté les échelons, puis il connaît tout de A à Z. Puis, pas pour faire encore de la pub pour IGA, là, mais en gros... C'est pas sponsorisé par IGA, Non, mais pas on du pourrait tout. l'être. C'est ça, là, il bouffe les prix cette semaine. Mais en gros, quand tu rentres sur IGA pour être directeur de succursale, faut que tu commences dans l'allée des fruits et légumes, puis tu connais tous les échelons. Okay. Pour que tu connaisses environ toute la job. Donc oui, si tu es un président d'entreprise et tu veux amener ta entreprise un peu loin, tu dois connaître un peu grosso modo ce que font les gens, puis dans leur vie, puis connaître leur pain et tout. Si tu es en haut de ta tour d'ivoire, puis tu vois rien, tu comprends rien, c'est pas très efficace. Ça. Donc oui, c'est important d'avoir un petit background technique pour comprendre ce qu'ils font, puis avoir confiance en eux, mais quand même connaître un peu qu'est-ce qu'ils font. Pareil pour le marketing, si tu connais pas le marketing. Pareil pour la communication. Pareil pour le management ou les RH. Donc, si tu connais un petit peu surtout en tant que manager d'entreprise ou président, c'est super important. De toute façon, je pense que dans une PME, t'as pas vraiment de choix parce que en fait, t'as un employé, c'est toi. c'est ça. Et souvent, t'es le concierge, tu t'occupes du marketing, tu t'occupes des ventes, tu t'occupes de tout. Donc, c'est certain, t'es obligé. De façon naturelle, tu le fais automatiquement. Et c'est tant mieux. Mm-hmm. Mais tout ce qui est la question de se trouver quelqu'un qui va nous aider à bâtir cette solution-là. Ouais. Ça, c'est un défi intéressant. Je pense que tu n'as pas nécessairement eu à relever. Parce que tu avais déjà l'équipe. Si je me trompe pas, mais est-ce que tu engages du personnel aussi? Oui, et quoi? Dans le sens que c'est toi qui étais responsable de recruter les développeurs ou tu avais un oui. RH? Bon, c'est sûr qu'il y a une chose importante, c'est on va dire que tu engages ton premier développeur. Ton gars qui va construire tout. Qu'est-ce qui dit qu'il est bon? Toi? Non. Fait que là, en gros, quand tu engages des développeurs, c'est sûr que ce serait très intéressant de dire, t'as une idée, t'as un développeur, ce serait intéressant d'avoir des lettres de référence, des avis de firme TI et tout, avant de l'engager et de passer l'entreprise avec lui, parce que ça va être ta base. Donc, c'est super important et tout. Moi, comme tu dis, j'étais un peu chanceux. J'avais un petit département TI dans mon agence. Et en gros, une des personnes était très, très, très douée. Il a dit, on part le projet ensemble et on regrette rien à date. Donc, c'est parfait, tant mieux. Mais j'ai été choyé là-dessus. Donc, en gros, j'ai déjà vu son travail. Je me connaissais déjà en base. Mais c'est un entrepreneur qui doit démarrer un projet TI, autant que ce soit à l'externe ou l'engager à temps plein. C'est très important d'avoir des références de projets qu'il a fait, à des références de investir, j'exagère là, mais peut-être $1,000-$2,000 en consultation externe pour qu'il valide ton gars, sa façon de travailler et tout. Ça vaut la peine, puis ça te l'assise de ta compagnie, si t'es entreprise de logiciel, bien sûr. Mm-hmm. Définitivement. Je crois. Et puis, là, mettons que tu t'es trouvé quelqu'un parce que là, il y a tout le temps la question de la compensation.
qu'il faut être capable de trouver dans le sens que, je suppose que oui, il y a certains développeurs qui vont vouloir prendre des parts en échange de leur contribution. Mais en même temps, ce monde-là, ils ont des familles à vivre, ça leur prend un salaire la plupart du temps. C'est rare les gens qui sont indépendants financièrement, qui ont du temps libre à mettre pour faire ton application et qui s'adonnent à être des bons développeurs. Fait que la façon que vous avez fonctionné avec Leadfox, c'est que vous avez été avoir des gens pour vous financer. Fait que vous avez été faire des rondes de financement. Là, vous en êtes à votre deuxième ronde, si je comprends bien. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu structures ce genre de choses-là? Est-ce que c'est comme dans les dragons? Bon, je vais dire mon histoire, puis je vais dire comment est-ce que ça se passe normalement. Moi, à la base, j'ai démarré ma première entreprise en 2009. C'était une agence de marketing web et de publicité sur le marché français. Et j'ai vendu en 2012. Donc, un bon montant d'argent. Et j'avais de l'argent de côté et j'étais investi dans différentes entreprises. Comme mesbobettes.ca, je crois que vous connaissez. Et j'avais donc une liquidité intéressante pour déjà démarrer le projet. Donc, j'étais chanceux là-dessus aussi, entre guillemets. Donc, en gros, j'ai pu financer l'entreprise, financer le développement initial, etc. pour créer de la valeur dans l'entreprise avant d'aller faire une ronde de financement. Et après, quand le projet a été développé, on a lancé pendant un certain temps. Et après, quand le monde a vu des ventes, une traction, une validation du marché, super important, on a fait notre première ronde de financement en fin d'année 2016. Fait que si je comprends bien, tu as mis ton argent à toi personnellement, tu as fait grossir ça, tu as été chercher une couple de clients, tu as bâti un produit, un MVP, produit minimum viable, tu as été chercher une certaine traction, et ensuite de ça, tu t'es retourné vers des investisseurs pour qu'ils investissent dans ton entreprise pour que tu puisses engager plus de gens, faire plus de publicité, ce genre de choses-là. C'est ça. Donc, en gros, on a fait la première chose, c'est on a développé le produit, on a lancé, on a validé sur le marché le nombre de clients, validé sur le marché le produit. Il y avait des clients qui l'utilisaient, qui étaient contents, qui payaient mois après mois et une continuité dans les ventes. Donc, on a validé ça et après, on a été fait notre première ronde de financement avec une évaluation intéressante pour pas se faire diluer en grande partie. Mais ça, c'est pas le normal. Normalement, on va faire une ronde de financement avant. Et donc, on va dire qu'on veut démarrer une entreprise technologique ou n'importe quelle entreprise. Comme je dis tantôt, faut faire un plan d'affaires, un business plan efficace. C'est à qui je m'adresse, quel est mon produit, etc. Et malheureusement, faire des planifications financières. Combien ça va me coûter, combien il va rentrer d'argent. Donc, pendant 6 mois, je prévois que je vais créer mon produit, je lance, puis je prévois mes revenus. C'est pas tes revenus, tu les prévois en fonction de quoi exactement, si tu n'as aucune idée de... C'est ça qui est complexe. Mais en gros, il faut valider sur une estimation qui est réaliste. Et on peut demander aux gens, etc. Mais tu dis, bon, mais moi, ce que je pense, c'est que je suis allé chercher un client à chaque 2 mois. Ça me paraît efficace, etc. Après, on présente ça à des investisseurs, puis ils disent si c'est réaliste ou pas. Mais oui, tu pars de zéro. Donc, tu prévois pendant 6 mois que tu vas rien faire, comme revenu, puis tu vas développer le produit. Puis après, tu vas lancer. Là, ça va chier. Tu vas lancer 12 mois. Fait que t'es dans la merde. Mais bon, faut que tu prévois ça. Faut donc jauger un taux d'erreur. Mais tu fais un business plan et après tu dis, est-ce que je vais devant les investisseurs ou je m'arrange personnellement? Donc, les banques vont pas te financer ça. Jamais. Ils vont vouloir du solide. Donc, en gros, tu peux dire, par exemple, j'ai mon hypothèque, j'ai 40 ans, ma maison vaut 400 000, j'ai 150 000 qui me reste à payer, j'ai l'hypothèque à 250. Fait que j'ai un 100 000 que j'ai dans mon entreprise. Ça, c'est plus facile à faire financer parce que c'est basé sur du seuil. Donc, en gros, tu as 100 000 que tu as dans ton entreprise puis tu vois jusqu'à temps que tu vas te faire avec dans ton cash flow. Donc, ça, c'est intéressant de faire ça si on a la chance d'avoir, bien sûr, un actif. Après, tu peux bâtir le produit qui marche, prêt à commercialiser. L'autre façon, ça serait, par exemple, de faire du love money, qu'on appelle. Donc, en gros, aller voir tes amis, ta famille. Voici mon projet, j'y crois. Allez, à coût de 5 000, 10 000, 20 000, dépendamment si on a une famille qui a de l'argent. Mais après, tu bâtis peut-être ton 50, 100 000 de cette façon-là en voyant 30 personnes à coût de 5, 10 000 Donc, c'est intéressant, cette façon-là. Et la troisième façon, qui est très à l'américaine, c'est les fameux venture caps. Donc, des fonds d'investissement, des dragons, comme tout le monde connaît maintenant à cause de Radio-Canada. Et de cette façon-là, mais c'est des gens qui investissent en seed. Seed, en traduction, c'est faire pousser le début là d'un arbre, on va dire. Et là,
en tant qu'investisseur, tu investis dans du rêve. Mhm. Bonjour, j'ai une idée. Ça va être malade. Je suis le meilleur du monde. Je vais péter les marchés et je vais faire des millions. Donc là, l'investisseur doit croire pas en le projet. Il doit croire en toi. Ouais. Dans l'entrepreneur. Il doit investir dans l'entrepreneur. Puis il croit que, OK, ce gars-là, OK, il a une idée intéressante, mais ce gars-là est capable de trouver les fonds, trouver l'énergie, trouver les ressources pour amener à son plan. Il va toujours investir dans l'entrepreneur en premier. Ça va aller, j'ai parlé des rondes seed, ronde A, ronde B. La plupart des rondes investissent dans l'entrepreneur. Après ronde C, que t'es stats, puis il investit plus dans l'entrepreneur, il investit dans l'entreprise, mais il investit dans l'entrepreneur maintenant. Donc, ton troisième choix, tu y vas. Et au Québec, il y a pas beaucoup de seed. C'est très américain, là. Quand je dis investir dessus, entre nous deux, c'est très risqué. Un gars qui cogne à ta porte, bonjour, j'ai une idée intéressante de boîte de recyclage qui recycle automatiquement. Tu dis, OK, intéressant, ça a l'air intéressant. Il y a rien de fait, c'est juste une idée, hein. Puis je mets 100 000 là-dedans. Donc, un investisseur va s'attendre que de faire du x100, faire du x1000 dans son investissement. Ouais. Dans ce type, parce que le risque est très élevé. Tu n'as même pas le produit prêt pour ton marché. Il y a rien. Il y a juste une idée. Ouais. Donc, c'est très risqué. Donc, c'est très compliqué à les trouver. Donc, quelqu'un qui se fonds d'investissement, par exemple, le fonds V3 Ventures à Shawinigan. Tu fais Shawinigan aussi. Donc, en gros, c'est un fonds qui fait du seed au Québec. C'est un des rares fonds qui font du seed. Donc, c'est un exemple. Donc, j'espère que vous n'avez pas tout appelé en même temps. Ils vont avoir les lignes occupées. Mais l'important, j'ai pas la science infuse non plus, là, mais les trois façons, si tu as une idée intéressante, ta finance par toi-même, avec les fonds que tu as de côté, avec tes actifs comme ta maison ou autre pour te faire prêter. La deuxième façon, c'est du love money, avoir cherché de l'investissement avec du monde que tu connais à droite et à gauche, ta famille et tout. Et troisièmement, là, tu rentres dans les fameux dragons, des fonds, et ensuite, ils vont prendre une bonne partie d'entreprise. Une bonne partie d'équité. Justement, en parlant des seeds, justement, ça me faisait penser à une entrevue que j'avais écoutée avec Peter Thiel, justement, qui était de Facebook, et Thiel Capital, qui est son fonds d'investissement. Ouais. Et lui, ce qu'il disait, c'est que justement, c'est tellement risqué que tu vas investir sur... En fait, ce qu'il faut dans son fonds, c'est que s'il investit sur 10 entreprises, ça en prend juste une qui réussit. Ça ne dérange pas s'il y en a 9 qui échouent, tant qu'il y en a une qui réussit, puis il faut pas qu'elle réussisse à être juste profitable. Il faut qu'elle réussisse à être 1000 fois plus profitable que tout ce qu'elle avait espéré qu'elle soit. Fait que c'est vraiment comme des espèces de billets loterie, puis c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au Québec. Ouais. Je pense qu'il y a aussi d'autres façons de faire aussi pour être capable de se financer. Tu sais, comme moi j'ai fait, tu le fais toi-même, on the side. Ça, c'est sûr que c'est excessivement long, les gens n'aiment pas ça parce que ça te demande d'apprendre beaucoup de choses avec lesquelles tu n'es pas nécessairement familier, mais c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de vendre à l'avance ton service ou ton produit au client avant de pouvoir Il y a des fameux sites qui font ça. Oui, puis ça, Kickstarter et tout. Le troisième point, c'est le crowdfunding. Ouais. Mais au niveau du B2B, dans le sens que, je sais pas moi, si les fermes auraient tout intérêt à avoir un logiciel de gestion pour compter les œufs de façon plus efficace, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait chier autour de cette problématique-là. Ça va aller voir, puis tu pourrais aller regarder 10 farmers puis demander à chacun de ces 10 farmers-là de te payer et d'aller chercher justement le financement pour leur offrir la solution gratuitement à vie et ensuite de ça, être propriétaire pour être capable de la revendre à d'autres farmers à travers le Québec, le Canada et le reste du monde. Fait que ça pourrait être une façon de faire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec ma formation sur la publicité Facebook. J'ai dit aux gens, j'aimerais ça faire une formation. Est-ce que vous êtes down pour me donner de l'argent à l'avance? Donnez-moi 500$, puis je vais vous la donner. J'avais généré 8 000$, ce qui était assez pour 3 mois de manger des ramen, puis de payer mon appartement puis mes choses. Ce que j'ai fait. Pendant 3 mois, j'ai fait ma formation, j'ai acheté l'équipement qui était nécessaire. Puis une fois que ça a été fait, là, les choses se sont mis à aller mieux. Très stratégique, très intéressant. Puis le crowdfunding a un peu changé tout avec ça, mais t'as fait toi-même en plus, fait que c'est excellent. Mais c'est ça, le crowdfunding, ça c'est quelque chose qui pourrait être excessivement profitable. C'est sûr que c'est très complexe de faire du crowdfunding, j'en ai jamais fait, mais c'est faux de penser qu'on peut juste se mettre sur un site comme Kickstarter puis attendre que ça explose comme que ça l'a fait pour les mondes Pebble ou n'importe quel autre gadget pour que ça a explosé. Parce que ça prend une campagne de marketing, Kickstarter. Faut que tu investisses 10-15 000 en pub puis en influenceurs pour faire lever ta campagne pour être capable d'aller chercher 300 000.
Ouais. Mais c'est pas gratuit comme la plupart des gens pensent. Fait que Je m'y connais pas, mais si on cible la bonne personne pour répondre aux bons besoins, ça va être ça beaucoup peut plus viral et toujours tout. devenir viral, c'est sûr. Mais il faut payer, comme tu dis, une bonne base. Puis quand on a déjà de la notoriété, quand on a déjà un site web avec une liste de courriel, avec une page Facebook, avec des abonnés, avec des gens à qui tu peux envoyer des notifications push, ben ça aide définitivement pour être capable de faire ce genre de campagne-là. Parce que sinon, il faut que tu payes pour être capable d'avoir l'attention, puis t'auras pas nécessairement la notoriété à l'avance. Je pense juste à Seth Godin, que lui, c'est lui, finalement, il finance tout à l'avance via Kickstarter. Aussi, je pense à, comment ça s'appelle? Cards Against Humanity, le jeu là, de cartes. Okay. Je me rappelle plus exactement c'est quoi le jeu de cartes. C'est quelque chose qui est un peu niaiseux. Et à chaque Halloween, ils font une campagne de financement qui est totalement ridicule. L'année passée, j'ai donné 15$ à leur campagne de financement. Et le concept, c'était, il y avait une pelle mécanique qui creusait un trou. Et ils voulaient savoir jusqu'où le trou allait se rendre. Ils ont creusé comme ça. Puis chaque dollar que tu donnais, ça donnait point quelques secondes de plus à creuser. Wow. Finalement, ben, ils ont récolté, je pense, c'est 83 000$ de cette façon-là. Tu sais, juste à cause qu'ils ont une base de clients qui est fidèle puis qui les aime. C'est comme l'autre année d'avant, c'était donnez-nous de l'argent sans raison. Puis ils ont donné un bonus de 15 000$ à tous leurs employés. Parce qu'ils avaient généré proche 100 000, encore une fois. Bon. C'est vraiment efficace, c'est vraiment magique. Mais ça prend la brand, ça prend l'amour envers ta marque pis ton identité, pis tu sais, faut que tu viennes chercher les gens. Mais comme tu dis, je crois que ça vaut la peine c'est d'autres, sur mes 3 que j'ai dit, t'as nommé des super bonnes aussi. Puis ça vaut la peine d'essayer le tout avant de commencer à s'investir personnellement trop et aller voir des ventures. C'est toujours intéressant d'aller valider le marché. En plus, l'avantage avec essayer de vendre soi-même et faire les Kickstarter, ça permet de valider le marché. Exactement. Quand tu parles à quelqu'un puis qu'il dit je sais pas, ça a pas l'air intéressant, je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Ben, ça, quand t'entends des choses comme ça, ben, ça te dit, est-ce que la personne est consciente ou non qu'elle a un besoin, in the first place? Si elle sait même pas qu'elle a besoin de ton affaire, pis que toi, faut que tu y apprennes qu'elle en a besoin, ben là, t'as de l'éducation à faire, ça part mal. Ouais. Mais si t'as un besoin qui est criant, qui est urgent, qui est comme, asti, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire quelque chose pour régler ce problème-là, j'attends juste cette solution-là. Quand tu trouves ce genre de choses-là, tout le reste va être facile. C'est comme un des vieux exemples là, des copywriters. Y a rien qui se vend mieux que de la crème pour hémorroïdes. Hein? Oui. Tu t'en vas à la pharmacie, t'en as besoin là. C'est certain, c'est un besoin pressant. Comme, Fait que, est-ce que ton besoin est urgent, est-ce qu'il est important, puis est-ce qu'il est pressant? Je me suis répété, urgent, pressant, c'est des synonymes. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est important. Faut remettre le point là-dessus. Urgent, pressant, ça c'est bon. Surtout dans le dans le B2C, je sais pas, il y a sûrement d'autres exemples, là, mais c'est... Ouais, exemple, aller à l'épicerie. Faut manger chaque semaine. Donc c'est un peu urgent, Donc... c'est essentiel, du moins. C'est essentiel. Pas, ça va pas bien aller. C'est ça. Mais là, j'aimerais ça qu'on change de gear un peu. Calinette. Puis on a parlé de... Ouais, ça c'est urgent. On a parlé de OK, bon, t'as une idée, comment est-ce que tu fais pour aller chercher le financement pour faire ça? Ça ressemble à quoi la structure? OK, on pourrait peut-être aller chercher du financement. Fine. Mettons que j'ai déjà un produit, j'ai déjà un service, peu importe. Comment est-ce que je fais pour faire exploser mes ventes? Comment est-ce que je fais pour faire du développement d'affaires le plus efficacement possible? Dans le sens que toi, ça fait 1 an que tu es en phase de développement d'affaires. Ouais. Comment ça se passe? C'est quoi les stratégies que tu utilises? Comment est-ce que tu fais pour rentrer du monde dans ta machine marketing? En gros, on utilise... première chose. On utilise le logiciel LeadFox pour être capable de... Oui, c'est ça. Puis LeadFox, très bon. Ça nous a seulement coûté 99$ par mois pour seulement 10 000 de contacts. C'est vraiment incroyable. Bon, fin de la vidéo. On peut y aller. Non, mais sincèrement, comment qu'on a... nos principales stratégies, la première chose, je le répète, qui qu'on cible? Donc, on s'est dit en instant, qu'est-ce qu'on cible? Donc, on a créé des personas. Est-ce que tu en parles dans tes formations un peu? Dans ma formation sur celle du blog, on parle justement de la recherche, savoir à qui qu'on s'adresse, ce genre de choses-là. Parfait. Donc, très important. Tu crées ton persona. Quand on crée un persona, c'est vraiment poussé. Jeanne, elle a 25 à 40 ans. Bon, plutôt pour LeadFox, elle a 25 à 35 ans. C'est une gestionnaire de marketing.
Et actuellement, elle utilise 4 outils pour faire son marketing automatisé et elle n'est pas capable de bien investir son temps dans la stratégie d'optimisation parce qu'elle a déjà trop de temps à gérer 4-5 outils puis elle est tout seule à faire tout ce qu'il faut. Donc, c'est une persona, elle est en couple, elle a son revenu, donc on la cible vraiment précis. On sait différents personas, donc personne type, pour se dire c'est quoi ses besoins à elle, précisément à elle, qu'est-ce qu'elle recherche, c'est qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, et c'est quoi ses pains. Pain en anglais, c'est ses souffrances, enfin, on va dire ses souffrances. Qu'est-ce qui la gosse, qu'est-ce qui la fait chier? À chaque jour. Puis il y en a différents, il y en a toujours 2, 3, 4 principaux par entreprise, puis c'est la base. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, maintenant, elle a des besoins, elle a des choses qui la fait chier abondamment. On va répondre à son besoin avec notre produit. Groupe Calinat. C'est quoi? Groupe Calinat. Groupe Calinat, c'est ça. Ça me fait chier, j'ai de l'eau partout. J'ai fait Calinat. Mais là, en gros, ça la fait chier, elle veut générer des ventes et en gros, elle cherche un logiciel pour ça. Ouais. En gros, on crée différents personnages et on se dit, bon, maintenant, comment on fait pour l'atteindre? Et de quelle façon qu'on peut l'atteindre, cette personne-là? Ben, premièrement, ça va être le message. Qu'est-ce qu'on veut dire comme message à cette personne-là qui va l'impacter? Puis qu'est-ce qu'on va lui dire comme histoire qui va dire, OK, c'est vraiment intéressant. Puis quel impact qu'on va lui dire? Augmenter le temps, sauver du temps dans sa gestion, qui va dire, OK, c'est intéressant, je veux en savoir plus, je m'inscris. Donc, différentes choses qui vont avoir un impact sur elle et qu'on répond à ce besoin. Et après, on explique un peu en détail. L'important, c'est comment je fais, quel message que je veux lui dire, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être impactée, qu'est-ce qui va dire, OK, ça m'intéresse vraiment. Puis après, il y a les canaux d'acquisition. Donc, en gros, que ça peut être Facebook, ça peut être Google, ça peut être sur le bord de la rue. Tout dépendant si c'est efficace ou pas. Mais pour Leadfox, si on parle, bien sûr, on a toujours le contenu, les formations, Facebook Ads, la merveilleuse bible de Facebook d'Olivier Lambert est incroyable. Et bien sûr, il y a bien sûr Google, la fameuse Google. Donc, en gros, qui on s'adresse, comment qu'on fait, quel message qu'on doit lui adresser pour qu'on ait des résultats concrets, pour l'intéresser, et le canal d'acquisition qu'on doit utiliser. Donc, en gros, on intéresse la personne, elle vient nous voir, elle dit c'est bon. Moi de mon côté, je suis sur Facebook, je suis aux toilettes, ou encore je suis au bureau, et je vais investir 10 secondes de mon temps pour cliquer sur ton ads pour voir si ça m'intéresse vraiment par la suite. En gros, le premier clic, c'est t'as fait la partie 1 sur 10, on va dire. Après, elle arrive sur ta page et elle va dire OK, qu'est-ce que t'as à me vendre? J'exagère un peu là. Mais c'est littéralement ça. L'idée. Je clique et après, tu dois reconfirmer. Je l'intéressais qu'un clic maintenant, on va dire un clickbait. Et ensuite, elle arrive sur la page et on doit lui expliquer des choses qui aura un impact sur elle puis comment on va y arriver. Puis après, elle achète. Elle s'inscrit à Free Trial sur Leadfox ou encore elle rajoute en favori sur Amazon, sur Amazon, différentes choses. Okay. Mais pour Leadfox, c'est ça. Par la suite, on génère le lead, elle s'inscrit en free trial sur Leadfox. Ok, je vais t'arrêter tout de suite parce qu'il y a vraiment gros de ça que tu viens de dire. Ah oui, ok. Fait quand tu dis que tu as des personnes, des avatars, fait que tu dis, ok, Monique, X, Y, Z, caractéristiques, on peut la rejoindre avec ces channels-là. Moi, une chose que j'aime beaucoup faire, parce que à quoi ça sert les personas pour moi, en tout cas, tu vas me dire si c'est cette façon-là que tu les utilises. Parce que lorsque j'écris mes messages publicitaires, j'ai toujours une personne particulière en tête. Moi, j'utilise pas les personas. J'utilise des personnes. J'essaie de penser à une personne très très spécifique de mon entourage et j'écris pour cette personne-là. Un à un. Puis ensuite de ça, je l'envoie à tous les autres qui fit dans son persona. Ouais. Fait moi, c'est comme ça que je l'utilise. Ensuite de ça, moi, je suis vraiment curieux. Quand tu fais ta pub Facebook, mettons, est-ce que tu as une landing page par persona? Est-ce que tu vas jusque-là à faire plusieurs funnels de vente par persona? En gros, plusieurs publicités, oui. Pourquoi? Parce que puis le persona, c'est la base de ton entreprise. Comme je dis, le côté produit puis le marketing. Parce que chaque persona ont leur propre vie et leurs propres besoins et leurs propres peines. Ouais. Donc, je peux pas faire une publicité pour tout le monde. Donc, si moi... Quoi? Quand on traduit, ils ont leur propre pain. Pain, c'est ça. Pain, bread. Non, ok. Le niche, en gros, ils ont leurs propres besoins. Ouais. Donc, pour revenir à Calinat, mon besoin maintenant, c'est de nettoyer mon appartement. Et après, si une personne que c'est sec, elle veut... Je m'étale. Mais bon, donc en gros, pour revenir mais c'est ça, du bonbon, ouais, c'est ça. Donc, en gros, comme tu as dit, l'avatar ou le personnage très important, c'est la base parce que
on fait une publicité pour chacun de ces personnes-là parce que chacun a des besoins spécifiques. Donc, si je dis à la personne, êtes-vous écœuré d'investir X heures par semaine dans la gestion de vos logiciels? Ah oui, je me sens vraiment ciblé. Mais si je suis un boulanger et que je veux commencer à faire de la publicité Internet, je vais pas être interpellé par ce message-là. Donc, super important, une landing page, puis une publicité pour chacun des personas pour avoir une meilleure efficacité. Donc, avoir un meilleur click-to-rate sur Facebook, puis donc avoir un meilleur coût sur Facebook. Pour, à la fin, arriver à un meilleur coût par lead. Donc, super important d'avoir ça. Par la suite, bon, ça dépend comment on a de temps en tant qu'entreprise. C'est-à-dire, bon, on fait un funnel pour chacun des personas. Donc, oui, on essaie. C'est vraiment long, on s'entend que... C'est très long. Donc, faut pas oublier un funnel d'automatisation, c'est un entonnoir de vente. L'idée, c'est, on ramène des gens ici. Le but, c'est d'avoir des gens plus qualifiés et après, les closer. Et le but, c'est d'être le plus personnalisé possible. Donc, en gros, si moi, mon but, c'est ça, je suis tel sec, j'habite dans telle ville, bon, je gère un petit peu peut-être, là, mais il faut être le plus personnalisé possible selon ses besoins de la personne. Donc, oui, c'est long à faire. Juste un funnel pour un persona, des fois, tu vas avoir 2-3 différentes versions. Mais le but principal, c'est, si on va dire dans l'entrepreneur, puis tu veux faire ta première shot, commence simple. Hein. Fais un persona. Un persona, un funnel. Et commence par ça. Et après, l'optimisation s'en vient. OK, je vais dire, si c'est une femme puis un homme, je vais faire tel message. Premier. Après, je vais faire du A/B testing. Donc, A/B testing, c'est test de variantes. Je vais essayer tel sujet, genre, deviens riche versus devenir plus performant. On va voir, quel est le plus performant. Donc, Olivier, tu as fait beaucoup de A/B tests comme ça, je crois. Donc, on va voir qu'est-ce qui est plus efficace. Et donc, l'optimisation en vient par ensuite. Mais la première chose, c'est comment c'est simple pour un entonnoir de vente ou une suite de courriels. Je l'ai fait, ce processus-là, en fait, parce que les 3 formations que je vends, c'est celle sur la publicité Facebook, celle sur le marketing par courriel, celle sur la création d'un blog. Mais les 3 visent les entrepreneurs, mais ils ont 3 types de personnes complètement différentes. Dans le sens que une personne qui est prise dans sa job de 9 à 5 qu'elle aime pas, ben elle va vouloir se partir un blog, mais elle va pas nécessairement vouloir faire de la publicité Facebook tout de suite. Mais ça s'en vient. Puis les mêmes marketing aussi, ça s'en vient, mais elle y pense pas encore. Fait que le message a été construit vraiment différemment que pour mes 2 autres formations. Fait que je viens de réaliser en fait que parce que tu sais, moi j'ai pas vraiment de comité de marketing à qui faire des rapports, fait que j'ai pas persona 1, 2 points, Monique. Olivier Lambert, son chat. Exactement. Je vais de façon très très organique et naturelle. Et dans justement mon funnel sur ma formation sur la création d'un blog, au début complètement, j'en profite pour demander à la personne, est-ce que tu as déjà un blog? Oui ou non? Tu me rajoutes du bourbon, toi, là? Oui, il faut, important là, pour la créativité. Je demande à la personne, est-ce que tu as un blog, oui ou non? À cause que si tu veux vendre à la personne de partir un blog profitable, le message est complètement différent de si elle a un blog ou si elle a pas de blog. Parce que ce que je savais pas, c'est que la grande majeure partie des gens ont pas de blog. Fait que 85% des efforts que j'ai faits, si j'aurais voulu vraiment être efficace, j'aurais juste fait pour le persona qui a pas de blog puis qui veut s'en partir un, puis je me serais juste concentré là-dessus, puis j'aurais pas, parce que le bout que j'ai investi sur l'autre variable n'a pas été si rentable que ça parce que c'est pas une grosse proportion des gens. Donc vraiment oui, comme c'est important de personnaliser selon la personne, mais en même temps faut vraiment c'est facile, ce que je veux dire, c'est que c'est facile de vraiment perdre son temps là-dedans et de faire comme 1000 variantes pour finalement pas avoir une grosse augmentation dans sa conversion à cause qu'il n'y a pas assez de gens qui passent dans tes entonnoirs. C'est sûr, faut commencer tranquillement puis bien optimiser. Donc, par exemple, petite parenthèse, blog. Ça, en gros, créer un blog à la base, c'est pour créer d'attraction, créer des visiteurs qui viennent voir le contenu pour s'intéresser puis lire puis même se divertir. Donc, d'où vient l'inbound marketing de HubSpot qui ont inventé? C'est attirer des gens sur ton blog et du contenu pour ensuite les convertir en prospects. Et pour la suite, suivez les cours d'Olivier Lambert.
et convertir en client. Il faudrait voir que ça c'est trop une pub, là. On va les couper au montage, on va faire comme des blips. Ah, j'en doute pas. Mais donc en gros de HubSpot, donc les marketing très important pour attirer et ensuite convertir. Donc comme tu as dit, dans ton ciblage, tu as des personnes qui ont déjà un blog et pas ouvert. Mais la majorité au Québec, comme tu as dit, la plupart en ont pas. Donc quand on fait notre persona aussi, comme j'ai dit tantôt, c'est la façon de les cibler. On va dire qu'on simplifie, on fait juste Facebook. Ouais. Comment je fais pour cibler sur Facebook ces gens-là? Puis ces gens, donc les gens qui ont des blogs, puis les gens qui n'ont pas des blogs. C'est complexe à faire, là, je crois, sur Facebook. Là. Mais l'idée, bon, j'ai mes personas, et après, comment je fais pour les cibler? Donc, par exemple, les personnes qui ont un blog, on pourrait peut-être essayer sur Facebook, bon, les personnes qui s'intéressent au blog et qui s'intéressent à la conversion et le marketing automatisé. Donc, des personnes qui sont un peu plus, ils ont un blog, mais s'intéressent maintenant à la conversion. Ce serait une façon de cibler ce personnage-là. Et on pourrait cibler tous les gens qui sont pas ces gens-là, mais qui s'intéressent au blog. C'est un exemple très brouillon là, qui pourrait peut-être marcher. Mais comme tu as dit, Olivier, tu as des personas et différentes façons des cibler. Et le but, tu as 3 personas. Et tu essaies des différents messages et tu vois ce qui marche. Il faut pas en faire 1000, on essaye 2. Et déjà qu'on en fasse 2, c'est incroyable parce qu'il faut pas l'oublier. Avant le web, là, tu faisais un gros faux post juste sur le bord de l'autoroute, puis tu disais la fille est chic, ça marche. That's it. C'est ce que les bureaux marketing disaient. Puis il y avait aucune donnée pour valider. Pareil pour la radio, pareil pour la télévision. Ouais. Maintenant, sur le web, on a la chance, en tant qu'entrepreneur, d'avoir du data. Je dépense 10 piastres, 20 piastres. J'ai automatiquement mon taux de clic, puis mon coût par puis je vois ce qui marche sur le marché, sur les gens que j'ai ciblés précisément. Définitivement. Donc c'est l'avantage qu'on a en 2017 versus les années 2000 pour l'entrepreneur. On peut mettre un petit peu d'argent, puis déjà valider ce qui peut marcher. Mm-hmm. Puis c'est ce que veulent les investisseurs, confirmer ce qui peut être multiplicatif. J'ai fait ça, le marché est gros de même, ça marche, et je peux multiplier de façon X. Bon, bien sûr, il faut valider un peu, là. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Ok, ben écoute, c'est super intéressant. Ce qu'on va faire, parce que là, on vient de parler vraiment beaucoup de tout ce qui est l'incubation d'entreprise, les premières phases, les premiers balbutiements dans l'entreprise de technologie. Là, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on va faire un pivot dans la conversation. On va se concentrer sur un autre avatar, un autre archétype complètement qui va écouter le podcast. Okay. Et les gens qui ont un site web, ils ont du trafic sur leur site web, ils ont du contenu, soit qui bloguent, soit qui ont un produit, un service. Ça peut être autant, je pense, à un auberge qui veut vendre plus de chambres, autant que ça peut être à un blogueur qui veut juste avoir plus de monde qui regarde son contenu, ou encore quelqu'un qui a un commerce électronique et puis qui veut vendre plus de produits sur son site web. Donc, ces personnes-là, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser toutes les stratégies qu'on vient de parler au niveau de l'acquisition de leads, d'entonnoir de vente, parce que on s'entend que quand tu commences dans ce domaine-là, t'entends entonnoir de vente, t'es comme qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas d'entonnoir sur mon site web, j'en ai dans ma cuisine. De quoi tu me parles? Des tunnels de conversion. T'es qui? Je suis pas un marketeur. Qu'est-ce que tu essaies de m'expliquer? Comment ça marche? Et pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à tout ce que tu es en train de me dire? C'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et Domination Mondiale. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Vous allez recevoir l'ensemble des notes, ressources, trucs qu'on a mentionnés dans cet épisode au latranchée.com/11. Et ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine où, en plus, on va faire un tirage. On va faire tirer un compte membership à LeadFox. Et non seulement ça, mais on va également s'intéresser aux différentes techniques pour être capable de créer des pages de capture les plus persuasives possibles et de structurer des offres qui sont irrésistibles. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Scotch et Domination Mondiale.